Nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Garance Dor, artiste et chercheuse. Garance développe une pratique à la croisée de nombreux champs. Elle est à la fois artiste, autrice, éditrice, performeuse et comédienne. Agrégée des arts plastiques et docteur en études théâtrales et en arts plastiques, ses recherches universitaires se portent notamment sur la question de la partition, du script et des formes protocolaires. Des notions qui interrogent directement l'écriture comme dispositif, comme instruction, comme potentiel d'activation. Comédienne de formation, elle a travaillé dès la fin des années 1990 sous la direction de nombreux metteurs en scène, avant de s'orienter vers l'écriture et de développer ses propres formes, entre théâtre, installation et performance. En parallèle de sa pratique artistique et de recherche, elle est directrice éditoriale des éditions Vroom et de la revue Véhicule, qu'elle co-dirige avec Vincent Menu, des espaces éditoriaux qui prolongent et déplacent les questions de l'écriture, de la transmission et de la publication artistique. Nous sommes donc très heureux de l'accueillir aujourd'hui pour cette conférence qui résonne pleinement avec les enjeux de cette journée autour de l'écriture sous ses formes multiples en école d'art. Merci Mehdi. Alors ça s'intitule « Écrire la performance ». C'est assez vaste et c'est justement ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir ouvrir avec vous différents champs autour de la performance, comment le texte s'inscrit dans la performance, pour la performance, comment le texte construit l'action. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est assez diversifié ce que je vais vous montrer. Ce ne sera pas très pointu sur un sujet, mais j'essaye plutôt d'ouvrir les possibles et de vous donner des pistes à aller creuser ensuite. Voici un communiqué. Voici un communiqué sur comment faire un happening. Il y a 11 règles à respecter. 1. Oubliez toutes les formes d'art standard. Ne peignez pas de tableaux, ne faites pas de poésie, ne construisez pas d'architecture, ne chorégraphiez pas de danse, n'écrivez pas de pièces, ne composez pas de musique, ne tournez pas de films et surtout, n'allez pas imaginer que vous ferez un happening en mélangeant un peu de tout ça. Cette idée revient à faire ce que les opéras ont toujours fait et aujourd'hui on voit ça dans les discothèques à la mode avec leurs flashs de lumière et leurs projections au cinéma. L'objectif, c'est de faire quelque chose de nouveau, quelque chose qui n'ait absolument rien à voir avec la culture. Il faut rester assez impitoyable là-dessus et effacer de ces projets tout ce qui relève de telle ou telle histoire, de tel ou tel morceau de jazz, de telle ou telle peinture, dont je peux vous assurer que vous y reviendrez de toute façon inconsciemment. 2. Quand on conçoit son happening, on peut garder l'art à bonne distance, en lui incorporant des situations de la vie quotidienne, y compris pour vous. Laissez dans l'incertitude la question de savoir si le happening tient de la vie ou de l'art. L'art a toujours été différent des affaires du monde. Il faut maintenant s'évertuer à le laisser dans le flou. 2 voitures entrent en collision sur une autoroute. Un liquide violacé s'échappe du radiateur endommagé de l'une d'entre elles et sur le siège arrière de l'autre, il y a un énorme chargement de poulets morts qui se déverse partout sur le sol. Les flics font le point. On avance des explications plausibles. 2 camions emportent les épaves. On paie la facture et les conducteurs rentrent dîner chez eux.
Alors l'extrait que je viens de vous lire est la transcription donc, d'une bande sonore écrite par Alan Capro en 1966 et qui donc explique comment faire un happening. Je trouvais ça amusant de commencer par ça, puisqu'il n'y a pas vraiment de règles pour faire une performance, un happening ou un event. Alors c'est des mots différents pour parler de la même chose, hein, finalement. Et je crois que c'est le seul qui ait écrit un texte pour baliser, finalement, cadrer la manière dont on doit faire un happening. C'est aussi intéressant de vous montrer ce texte parce qu'il provient d'une maison d'édition qui s'appelle Le Clou dans le fer et qui était dirigée par Gauthier Hermann. Je dis qui était, pas parce que Gauthier Hermann est mort, mais parce que les éditions n'existent plus. Et cette maison d'édition était spécialisée sur la question de la performance, des partitions et de l'art conceptuel en général. Et c'est une rareté puisque, en France en tout cas, il n'y avait pas de maison d'édition qui faisait ça. Et donc cette maison d'édition Le Clou dans le fer n'existe plus, mais j'ai pris le relais avec Vroom, qui est donc la maison d'édition que je dirige, et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, écrire la performance, ça pourrait être écrire le théâtre. Je ne vais pas définir le terme de performance, mais en tout cas, il rentre en opposition avec l'idée du théâtre. Le texte de théâtre est un texte a priori avec une action dramatique, c'est-à-dire qui comporte des personnages, des actions, des scènes, un déroulement, une histoire. Il peut être construit avec des dialogues, mais le texte de performance évacue à peu près toutes les composantes que je viens de nommer, pour ne garder qu'une seule chose, qui est la question de la didascalie, qui est dans le texte de théâtre. Alors la didascalie, je ne sais pas si vous savez tout ce que c'est, la didascalie c'est une indication scénique, une indication qui est écrite par l'auteur pour l'acteur. Donc ça peut indiquer quoi faire sur scène ou quelle intonation avoir sur une réplique. Donc finalement, ça précise le rapport au corps, à l'espace et à la voix. Et c'est justement ce qu'on va retrouver dans le texte de performance, qui va être essentiellement un texte d'instruction, un texte partitionnel qui s'adresse vraiment au corps, qui va dire quoi faire, parfois comment le faire, dans quel type d'espace, mais qui n'aura pas d'histoire à proprement parler. Alors il y a cependant des textes de théâtre qui sont allés dans cette direction-là, de l'écriture de la performance. Et je vous ai mis là deux ouvrages, un ouvrage de Samuel Beckett et un ouvrage de Peter Handke, Quad et L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre, qui sont des sortes d'exceptions dans le paysage éditorial théâtral. Alors Quad, c'est un protocole uniquement physique qui décrit des actions à réaliser. Et puis L'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre, c'est un ouvrage uniquement didascalique. Il n'y a que des descriptions d'actions qui peuvent être faites sur scène, mais aucun texte, en fait. Dans les deux ouvrages, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de monologue, il n'y a vraiment que de l'action. Alors Samuel Beckett, juste pour vous donner un petit repère, il est né en 1906 en Irlande, il est mort à Paris en 1989, c'était un écrivain, un poète et un dramaturge. Il a écrit ce qu'on appelle au théâtre du théâtre post-dramatique. Et Quad, que je vais vous montrer. Voilà, ça c'est
une page du livre de Quad. Et puis à côté, c'est donc une image de la captation vidéo, puisque Quad a été conçu initialement pour la télévision, comme un scénario. Donc ça a été conçu en 1981. Et c'est Beckett lui-même qui l'a écrit et mis en scène, réalisé pour la télévision. C'est donc une sorte d'ovni télévisuel qui a fini par rentrer dans le cadre de l'édition théâtrale et par être joué également sur scène. Mais c'était pas le projet initial de Beckett. Alors, en quoi ça consiste ? Eh bien, vous voyez, en fait, c'est le plateau est donc de forme carrée. Et il y a 4 interprètes. Alors, les 4 interprètes vont être vêtus de 4 couleurs différentes. Et ils vont réaliser des trajets. Donc, c'est ce qui est là. Le premier va réaliser le trajet AC, puis le trajet CB, puis le trajet BA, AD, etc. Donc, en fait, chacun a son parcours. Donc, c'est vraiment hyper géométrique. Et il n'y a rien à inventer, en fait. Tout est écrit. Tout est déjà mis sur le papier. C'est vraiment une forme à activer et à exécuter. Alors, je vais vous montrer un petit extrait si j'y arrive. Ah, mais vous voyez rien en plus. C'est complètement raté. Bon, donc il y a des petits personnages qui bougent le long du carré. Ils font des lignes, ils vont au centre. Voilà. Initialement, Beckett pensait que ça durerait 25 minutes. Et en fait, je crois que ça a duré 9 minutes. Voilà, donc c'est que ça, en fait. C'est une pièce chorégraphique, minimaliste, géométrique. Et on peut peut-être s'arrêter là. Je vais zapper l'autre vidéo, ce sera plus simple. Et puis l'autre, l'heure où nous ne savions rien l'un de l'autre, c'est donc uniquement, on pourrait appeler ça de la didascalie, mais pas vraiment, parce que c'est quand même une sorte de récit, c'est une description, mais ça a été vraiment pensé pour le théâtre. Donc, la scène est une place ouverte, dans une lumière claire. Pour commencer, il y en a un qui s'enfuit rapidement. Ensuite, venu de la direction opposée, un second. Ensuite, 2 se croisant, chacun suivi à courte, invariable distance d'un 3e et d'un 4e dans la diagonale. Pause. Il franchit la place à son pas, en fond de scène. Tout à sa marche, il ouvre et il écarte continuellement les doigts, étire et lève lentement les bras jusqu'à les refermer en arc au-dessus de sa tête. Et avec cette nonchalance qu'il met à flâner sur la place, il les laisse retomber. Et donc ça dure comme ça tout le long du livre. Ça a été monté au théâtre, mais donc sans dire le texte. Le texte n'était pas lu comme une didascalie, il était fait, activé. Alors, je vous parlais de textes de théâtre qui avaient une porosité avec l'action performative. Mais dans le cadre de la performance plasticienne, l'écriture, elle peut être une préparation. Je vous montre là des images relatives donc au travail de Gina Panet, qui est une artiste française. Ça s'appelle Escalade non anesthésiée. C'est une action qui date de 1971, qu'elle a fait dans son atelier devant un public restreint. Et comme toujours, Gina Panet était accompagnée d'une photographe, toujours la même, qui documentait la performance.
mais c'est peut-être un peu plus qu'une documentation de performance, puisque vous voyez qu'on arrive, après la performance, à une installation. Alors la performance consiste en une escalade donc à main nue sur une échelle coupante. Donc Gina Pane se tranche les mains, les pieds en grimpant. C'est une action qu'elle fait en écho à la guerre du Vietnam. Et cette action-là, donc, elle en produit une trace photographique, donc avec de multiples images. Elle associe à côté l'objet qui a servi à la performance. Donc ça devient un objet muséal. Mais il y a également tout un travail de notes préparatoires chez Gina Pane qui me semble vraiment intéressante. Donc là, vous voyez ces notes sur escalade non anesthésiée. Et je vous montre ici d'autres notes qui sont des notes préparatoires à Action sentimentale, une autre performance qui date de 1976. Et donc, il y a 2 feuilles de notes manuscrites qui sont associées à des photographies au sein d'une boîte, d'un coffret. Donc, c'est un multiple qui provient vraiment de la performance, un petit coffret en toile bleu-gris. Et donc, il y a 16 photographies et 2 textes manuscrits avec des dessins originaux. Donc ça, c'est une action où, pareil, elle s'entaille les bras et la main, et elle a 2 bouquets de fleurs avec elle, un bouquet de roses rouges et un bouquet de roses blanches. Le texte peut aussi être une partition utile au public, une partition destinée au public dans le cadre de la performance. On peut penser par exemple à une performance célèbre de Marina Abramović qui date de 1974, Rythme zéro. C'est la performance où durant 6 heures, elle est restée stoïque. Elle avait installé tout un tas d'objets sur une table qui étaient mis à disposition du public. Et la partition était visible, la partition était destinée à l'audience. Il y a 72 objets sur la table que n'importe qui peut utiliser sur moi comme il le désire. Performance, je suis l'objet. Pendant cette période, je prends l'intégralité de la responsabilité. Durée 6 heures. Je vous montre une image de la performance avec Marina Abramović au milieu. C'est une performance qui s'est relativement mal passée, puisque comme souvent, quand le public est laissé libre d'agir sans cadre, eh bien, le cadre est dépassé. Une autre partition destinée au public, cette fois-ci de Yoko Ono. Yoko Ono, qui est une artiste japonaise qui vit toujours aux États-Unis, qui est plasticienne, autrice, poétesse, performeuse, chanteuse, etc. Donc ça, c'est une de ses plus célèbres pièces qui s'appelle Cut Piece, donc œuvre découpe. Yoko Ono est sur scène en 1964 et elle laisse à disposition une paire de ciseaux pour l'audience. Et les spectateurs viennent un à un découper un morceau de son vêtement jusqu'à ce qu'elle décide d'arrêter tout en maintenant son soutien-gorge sur elle, puisque comme la performance précédente de Marina Abramović, il y a cette idée de responsabilité collective qui tourne mal. Voilà. Je vous passe la vidéo puisque c'est trop pénible. Vous irez la regarder par vous-même sur Internet. En tout cas, on la trouve. Alors,
Écrire pour proposer et diffuser des gestes. Donc c'est l'idée de la partition, pas forcément pour le public, mais destinée à tous et à toutes, et aussi aux autres artistes. Donc la partition en tant qu'œuvre allographique. Qu'est-ce que c'est qu'une œuvre allographique? Eh bien, c'est une œuvre que l'on peut reproduire. Voilà. C'est une œuvre qui peut être répétée, reproduite, refaite. Ici, le livre Pamplemousse, Grapefruit, qui est donc le premier ouvrage de Yoko Ono, qui est édité en 1964 par elle-même, par sa propre maison d'édition, tiré à 500 exemplaires. C'est le blanc qui est là. Et à côté, vous avez la version française, mais qui est, je pense, absolument introuvable aujourd'hui. Et donc, Cut Piece, par exemple, est dedans. Et c'est un recueil de partitions, des partitions très courtes, très simples. Donc ici, vous en avez deux. Earth Piece et Snow Piece. Donc, écoutez la Terre tourner. Et puis, ensuite, l'autre est à propos de la neige. Vous voyez que, à part Cut Piece, qui était une partition, comment dire, très rentre-dedans, finalement, très provocatrice, qui impliquait très fortement le corps. Ces deux partitions-là sont plus des partitions à rêver, à imaginer. C'est vraiment le propre de Yoko Ono, c'est des partitions sensibles qui sont de l'ordre de la rêverie. Voilà. Il y a des choses dans les partitions de Yoko Ono qui sont totalement impossibles à faire, qu'on ne peut qu'imaginer. Et voilà, c'est vraiment une particularité, c'est que la partition, elle peut être à faire, mais elle peut être aussi comme un rêve, voilà, comme une projection. Alors ça, c'est un autre recueil de partitions. Je vous montre des recueils de partitions comme le précédent, Pamplemousse. Ça, c'est Water-Yam. C'est donc un livre d'artiste, un livre boîte. Vous avez là 3 éditions différentes, mais il doit en exister 5 ou 6. Donc l'auteur, c'est Georges Brecht. Et à l'intérieur, ce sont des toutes petites cartes sur lesquelles il y a quelques mots sur chaque carte. Et chaque carte est une partition. Georges Brecht, c'est un artiste américain. Il est né à New York en 1926. Il est mort à Cologne en 2008. Et il a fait partie de la mouvance conceptuelle. C'était un compositeur aussi. Et surtout, il a fait partie du mouvement Fluxus. Voilà. Donc, ce sont toujours des objets non reliés. Chez Fluxus, il y a beaucoup de boîtes et beaucoup de livres-objets comme ça. Ça, c'est l'une des partitions qui se trouve dans Water-Yam, Drip Music. Il s'agit donc de faire couler de l'eau. Et c'est tout. Donc là, vous avez 2 interprétations différentes. Une interprétation avec Georges Brecht, si je ne me trompe pas, qui est juché sur une échelle. Et l'autre, c'est Georges Massionas, qui est directement sur scène et qui fait couler de l'eau également, mais de beaucoup plus bas. Chez Fluxus, c'est vraiment cette idée d'écrire des actions extrêmement simples, extrêmement concises. Il y a toujours très peu de mots. Là, il y a encore moins de mots. Et c'est à la fois lacunaire et en même temps, toutes les hypothèses sont ouvertes, toutes les interprétations sont possibles. Exit, est-ce que c'est le panneau qui est là-bas, de sortie? Est-ce que ça implique d'écrire le mot? Est-ce que ça implique de sortir réellement? Voici une autre partition. Alors un œuf, au moins un œuf. Un œuf, où ça? Quel type d'œuf?
dans quel cadre, pourquoi faire. Finalement, rien n'est dit, rien n'est précisé, et c'est à la personne qui va l'activer de faire des choix. Donc c'est des textes à la fois lacunaires et puis hyper condensés. Et il y en a plein d'autres comme ça, je ne vous montre pas d'autres exemples, mais voilà, toute la petite boîte Water-Yam, elle est sur ce mode-là. Documenter et muséifier la performance, le texte comme archive, constat et témoignage. Alors effectivement, le texte, il est aussi utile pour nommer ce qui s'est passé, pour énoncer l'action et pour la faire perdurer, puisque l'action performative, eh bien, elle est éphémère. Là, vous avez Orlan, qui est une artiste française, née en 1947, qui s'adonne à un mesurage, c'est-à-dire qu'elle mesure l'espace avec son propre corps comme unité de mesure, qu'elle appelle l'Orlan corps. Alors, elle a fait ça dans plusieurs cadres. Donc, l'action se déroule et après l'action, eh bien, il y a différents documents et différentes traces écrites. D'abord, il y a quelque chose qu'elle produit juste après l'action, pendant l'action, à la fin de celle-ci. C'est sur une sorte de tableau blanc. Et donc, c'est un premier constat de ce qui a eu lieu, qu'elle écrit elle-même à la main. Et puis, ensuite, elle produit un certificat. Voilà. Le certificat reprend les informations essentielles, la date, le lieu, le nom de l'œuvre, un descriptif de ce qui a eu lieu et une photographie donc, de l'action. Et puis, elle construit même des objets. Alors, c'est des objets qui adviennent après la performance. Donc, au-delà de ce constat, il y a une forme structurale qu'elle va construire et sur laquelle elle va réinscrire des éléments. Donc, en fait, toutes ces choses-là sont conservées dans des endroits différents. Ça, typiquement, ça peut être exposé dans une salle de musée. Ce que vous avez vu avant, eh ben, c'est plutôt gardé dans les archives. Et ça fait partie donc, de toute la documentation sur l'œuvre. Voilà, donc ça fait partie aussi des stratégies des artistes pour faire perdurer l'œuvre et puis faire rentrer la performance dans les musées, puisque finalement, le texte est utile pour ça. Et là, le texte vient s'apposer sur un objet artistique avec une forme, en tout cas sculpturale. Alors, Orlan n'est pas la seule à faire ça, puisque Ben Vautier a produit énormément de tableaux qui comportent des photographies de ses performances et du texte. Alors Ben Vautier, c'est un artiste qui est mort récemment, il est mort en 2024. Il est né en 1935 à Naples et il a vécu toute sa vie à Nice. Il a fait partie du mouvement Fluxus en France, voilà, avec d'autres, Marcel Aloco, Robert Filiou, qui est passé un peu par là, mais qui ne faisait pas vraiment partie du mouvement Fluxus. Et donc Ben, il fait des actions qu'il appelle des gestes. Et ces gestes-là commencent souvent par des verbes d'action, donc faire des grimaces, cracher, manger, mesurer l'horizon, enfin il y en a pas mal comme ça. Et c'est toujours le même principe, c'est-à-dire qu'après l'action, il y a 2 photographies mises sur un panneau noir. Il écrit à la main le titre, qui est aussi l'action en elle-même qui a été réalisée. Donc, geste, faire des grimaces, geste, cracher, une petite description et la date de la réalisation. Voilà. Sachant que Ben a été connu pour ça notamment, c'est-à-dire pour cette
cette graphie-là, très ronde, à la main, qu'on a retrouvée partout ensuite, puisqu'il en a fait des produits dérivés, comme vous avez pu le voir peut-être sur des trousses, des cahiers, enfin partout. Voilà, ça c'est manger, le geste manger. Et il y en a vraiment des dizaines. Voilà. Alors, ce sont des actions qu'il faisait à Nice, dans la rue, sans public. Donc, s'il n'y avait pas le texte et la photographie, finalement, il disparaîtrait totalement. Alors, le texte sert aussi pour réitérer, refaire la performance, ce qu'on appelle le reenactment. Alors, l'un de ces reenactments les plus connus a été produit par Marina Abramovic dans le cadre des 7 Easy Pieces. C'est une série de performances qu'elle a produite au Guggenheim en 2005 à New York et où elle reprenait des performances historiques plus une performance à elle récente. Et donc elle rejouait ces performances-là. Donc il y avait notamment une performance de Bruce Nauman. Et pour celle-ci, donc, elle a pu s'appuyer sur le texte, puisque le texte était extrêmement précis de Bruce Nauman. Donc ça s'appelle Body Pressure, pression corporelle en français. Et donc il s'agit d'appuyer son corps contre une surface, en l'occurrence un mur, et de plusieurs manières différentes. Vous voyez, appuyez fort, concentrez-vous sur cette image, pressez l'avant et l'arrière de votre corps, l'un vers l'autre, et commencez à ignorer ou à bloquer l'épaisseur du mur. Alors, Marina Abramovic a repris donc, ce principe de Bruce Nauman, mais avec une variation. Elle a elle a intégré l'idée tout en se l'appropriant, puisqu'il n'y a plus de mur, mais une surface vitrée, transparente, qui permet évidemment qu'on voit son visage s'écraser de l'autre côté. Voilà, donc il y avait 7 performances qui ont été reprises dans ce cadre. Et il est vrai que le fait qu'il y ait des textes permet ça, c'est-à-dire permet la reprise. Alors chez Fluxus, par exemple dans la boîte Water-Yam, pour Yoko Ono, c'était vraiment des choses induites dès le départ, que le texte pouvait servir à d'autres, que le texte pouvait être interprété par d'autres. Alors que chez d'autres performeurs, pour d'autres performeurs plus du côté du body art, de l'art corporel, c'était pas forcément une évidence. Parfois, la performance, elle est totalement liée au corps de celui qui l'a produit. Et elle n'a pas été spécifiquement pensée pour être partagée. Écrire à voix haute, alors c'est un peu... Ouais. Écrire à voix haute, ça peut évoquer plein de choses différentes. Ça peut évoquer la poésie sonore. Mais là, je ne pouvais pas m'attaquer à ça parce qu'on n'a pas assez de temps. Et donc, j'ai choisi ce titre-là aussi parce que c'est le titre que Pierre Dichoulot a choisi pour une exposition. Pierre Dichoulot, c'est un poète, typographe, designer graphique français. Et Pierre, il a conçu des formes vraiment expérimentales pour faire en sorte que la page s'active par le biais de la typographie, que la typographie induise du son, provoque la lecture à voix haute. Donc il a conçu plusieurs formes expérimentales, notamment le quige et le cantange.
Donc ça, c'est le cantange, par exemple. Le cantange, police de caractère orthographico-phonético-plastique. Voilà, donc c'est vraiment une manière d'orienter la lecture. Et il l'a conçu pour le théâtre. Et il l'a même expérimenté avec une metteuse en scène sur un texte de Valère Novarina. Et ça lui tenait vraiment à cœur que ce soit... que ça ne reste pas comme une forme expérimentale, muséale, mais qu'on puisse s'en servir. Donc voilà, le couige, c'est une déclinaison du cantange. Il y a aussi l'épelle-moi, le spell-me, qui est l'adaptation anglaise de l'épelle-moi, et le cinétique. Et enfin, sa dernière expérimentation, elle est dans sa revue qui s'appelle Qui résiste, que vous avez ici à l'école, donc c'est une grande chance. Et donc, le titre, c'est Facilitation générale, à lire à gorge déployée. Alors, j'ai eu la chance d'être invitée dans ce numéro-là. Et je vous propose de découvrir la facilitation que propose Pierre. Ouvrage inclassable de poésie grammaticalement langagière et manifestement romanesque, à tendance performative, portée sur la linguistique. Donc, tout l'ouvrage est écrit en facile. Et vous allez voir que ce n'est pas si facile à lire. De Boule et Bill, je me rappelle pas grand-chose, sauf que c'était des cochons d'Inde et que je les aimais beaucoup, et j'ai été vraiment horrifiée quand ils se sont entretués pour se bouffer. J'ai jamais su qui avait commencé, de Boule ou de Bill, mais le résultat, c'était idem. Plus de cochons d'Inde, juste des dépouilles pas belles à voir. Et quand maman, elle a découvert ça, elle a vite enlevé la cage de ma chambre pour pas que je voie ce spectacle qui était pas de mon âge, mais moi, bien sûr, ça m'a encore plus excitée et j'ai suivi en douce maman avec la cage et ça a pas été difficile d'aller les rechercher vu qu'il n'avait pas bougé dessous les épluchures de patates et les mégots de gitane à papa, enfouis au fond de la poubelle tout en métal de la cuisine. Et là, ça m'a fait tellement de peine que je me suis mis à pleurer et paraît-il, je suis devenu tout rouge et impossible de m'arrêter de pleurer. Ils ont cru que j'allais m'étouffer. Pour me consoler, papa-maman m'a acheté un lapin que j'ai appelé Pimpin et un chien que j'ai appelé Dick parce qu'il avait beaucoup d'instinct et après une chatte qui est venue quand on a donné Dick. Voilà, vous voyez que c'est un sacré boulot de déchiffrage. Et encore, ça, c'est mon texte. Donc, j'ai un peu triché parce que je le connais.
Merci beaucoup Garance pour cette présentation. Peut-être il y a des questions dans la salle. Levez la main bien haut pour que je puisse vous voir. Ah. Alors, je pense que c'est peut-être ce que vous alliez dire après cette partie-là, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques détails sur votre maison d'édition Vroom ? Oui, alors Vroom, ça a commencé par la revue d'artistes Véhicule en 2010. Véhicule, c'est ça. Cet objet-là, voilà, qui est conçu comme une sorte de pochette surprise. Donc on a publié la revue avec un grand nombre d'artistes, puisqu'il y a 10 à 15 artistes par numéro qui sont invités et à qui on demande de produire une partition ou un protocole. Pourquoi ? Parce qu'on s'était aperçu que finalement, il n'y avait pas de place pour ces écritures-là au niveau éditorial, c'est-à-dire que les maisons d'édition théâtrale ne publient pas des partitions de performance ou des protocoles, ne publient pas de textes hybrides comme ça. Et donc, il y avait un vrai manque. Et on a essayé de créer cet espace éditorial pour répondre à ce besoin. Et on a commencé donc par la revue. Et aujourd'hui, on a des livres comme celui-ci, comme on a quelques-uns, celui-là, voilà, qui sont des livres de partition, des livres à lire à haute voix ou alors avec des actions à produire, des choses à activer. Voilà. Et donc la revue, elle permet de publier une série de textes courts, et puis les livres permettent de publier des œuvres un peu plus conséquentes. Merci beaucoup. On a encore le temps. Est-ce qu'il y aurait une autre question peut-être ? Non, plus personne. Levez la main bien haut. Bon, j'en ai une au cas où. Ouais, bah. J'ai une petite question. Alors, allons-y. Je me demandais, la revue Véhicule, justement, elle invite donc des artistes à transmettre des partitions, des modes d'emploi, à déployer plutôt des textes que des textes fixes, pardon. Pour vous, qu'est-ce qui distingue une partition d'une écriture dite classique, et comment cette forme, elle va interroger plus profondément la relation entre l'auteur, l'autrice et l'interprète ? Je pense que je l'ai un peu dit dans la conférence, quand j'ai fait la distinction entre théâtre et performance. C'est-à-dire que pour moi, un texte partitionnel est un texte qui se dégage de la narration, de l'idée de personnage. Voilà. Donc ce sont des actions en général beaucoup plus simples, qui concernent le corps, l'espace ou la voix. Après, on essaye dans Véhicule de publier des partitions entre guillemets simples, c'est-à-dire qui puissent être produites, réalisées, interprétées par tout le monde, sans technicité, sans savoir-faire spécifique. Voilà. Donc, il y a des partitions de danse, mais il n'y a pas besoin de savoir danser. Il y a des partitions de dessin, mais ça ne nécessite pas d'être un bon dessinateur. Enfin, l'idée, c'est vraiment de permettre la création à tous et à toutes sans frein, et de partager des pratiques. Merci beaucoup.